Donc je m'appelle Charlotte, j'ai 22 ans. Mes symptômes ont commencé quand mon papa est parti de chez moi. Je pensais vivre dans le monde des bisounours un petit peu et je pensais que mes parents ne se sépareraient jamais. Les symptômes ont commencé, j'étais en seconde ou en première. Et donc j'ai commencé à avoir un mal à la hanche. C'était la contraction d'une opération que j'avais vécue au collège. C'était psychosomatique en fait. Je pense que c'est parce que je me focalisais, enfin j'avais trop de trucs dans la tête et que ma tête allait exploser, donc c'est mon corps qui a parlé à la place de ma tête. Quand il y a une crise de tétanie qui arrive, ouais, mon esprit c'est vraiment je laisse tout tomber, je me laisse aller. J'ai les muscles qui se contractent. En fait, c'est un sentiment intérieur, j'ai envie d'hurler, mais comme je peux pas hurler comme ça parce qu'on va me prendre pour une folle, et ben je me mets à tomber par terre, je m'écroule de fatigue émotionnelle en fait, je m'écroule de j'en ai marre, je me laisse aller, tant pis, relevez-moi un jour, tant pis, relevez-moi. Je m'écroule et, et là, grâce à cette tétanie que je me suis provoquée, je m'auto-provoque cette tétanie, je peux hurler, j'ai une bonne raison d'hurler. Voilà, donc après ça fait très mal. Il y a eu des fois où le lendemain je suis arrivée en béquille au lycée parce que tous mes muscles s'étaient tellement contractés que j'avais mal partout. Et comme si j'avais fait une séance de sport de 10 heures d'affilée, c'était horrible, mais ouais, voilà, psychologiquement, c'est vraiment un ras-le-bol de tout. Et physiquement, c'est un lâcher-prise total, en fait. C'est un lâcher-prise. Je, je, je lâche prise, je hurle. C'est une bonne raison pour hurler, pour exprimer sa colère. Voilà, mon corps, il lâche, il pète les plombs, en fait, à la place de ma tête, en fait. C'est lui qui explose, c'est lui qui lâche tout, c'est les bras qui partent, c'est les jambes qui partent. Je contrôle plus. J'explose physiquement à la place d'exploser mentalement, en fait. Parce que sinon, je pense qu'on me prendrait vraiment pour une folle. C'était vraiment mon côté. Oui, voilà, tous mes membres lâchent, tous mes membres explosent à la place de ma parole, en fait, de moi. Ce qui m'a valu énormément aussi d'angines. On ne me dit pas assez souvent, mais je crois beaucoup aux trucs psychosomatiques et aux maladies psychosomatiques. C'est vrai que j'ai accumulé énormément d'angines. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai dit à mon père ce que je pensais de lui, j'ai plus d'angines du tout. Donc je pense qu'il y a vraiment un côté où voilà, le corps il parle à un moment donné parce que l'esprit ne peut plus. Je l'ai fait devant ma mère la première fois, c'était chez ma mère, sur le canapé. C'était après une nouvelle bêtise de mon père, j'ai envie de dire, une nouvelle affaire, une nouvelle histoire dans cette rupture entre mes parents. Et j'ai explosé sur le canapé de chez moi. Je me rendais pas vraiment compte de ce que c'était, j'avais même peur de ce qui se passait. Après, je pense qu'inconsciemment, j'ai vu que ça avait inquiété ma mère. Donc du coup, j'ai commencé à faire des crises de tétanie. Je les provoquais pas, juste j'avais besoin d'exploser en fait. Et effectivement, j'avais besoin d'attention. Je pense que c'était ça mon problème en fait à l'époque, donc au lycée. Donc j'en faisais en cours. Ça part tout d'abord d'un sentiment de ras-le-bol en fait, vraiment de ras-le-bol. J'ai envie d'exploser, j'ai envie de dire que ça va pas, d'appeler au secours, de dire stop, aidez-moi, je suis là, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin que vous m'aimiez, j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin qu'on m'entende, qu'on m'écoute. Donc du coup j'ai explosé régulièrement, vraiment régulièrement, dès que quelque chose n'allait pas. Voilà. Ça a été très dur et c'était même un laisser-aller, en mode bon mais c'est pas grave, je lâche tout, j'explose, ça ira mieux après. J'arrivais pas à pleurer en fait. Je pense qu'il y avait ça aussi. J'arrivais pas à pleurer. Donc c'était mon seul moyen de crier et de dire stop, j'en ai marre. J'en ai marre. Donc j'étais emmenée aux urgences. Et quand j'arrivais aux urgences, bien sûr, ça allait mieux parce qu'il y avait ma maman qui venait me chercher. Et je pleurais. C'était le seul moyen pour moi de pleurer. C'est quelque chose que j'ai vraiment. Je pense que j'ai vraiment. En fait, je suis contente d'avoir vécu ça. Non, je suis contente d'avoir vécu ça parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez. Je pense que. En fait, je vois un psychologue encore aujourd'hui et pourtant ça fait bien 5 ans que ça s'est passé. Et je pense que j'ai vécu un traumatisme parce que vraiment mes parents, ça n'a pas été un simple divorce, ça a été
très loin. Et du coup, je suis contente d'avoir vécu ce traumatisme, entre guillemets, de la part de mon père ou même de ma mère, parce que ça m'a fait grandir, ça m'a fait prendre conscience de la valeur de la vie, de la valeur des choses. Après mes crises de tétanie, j'ai avalé des boîtes de médicaments plusieurs fois. Mais c'était encore une fois un nouvel appel au secours. J'ai vu que les crises de tétanie ne marchaient pas, donc je suis passée aux boîtes de médicaments, l'étape au-dessus. Et, et en fait, c'était juste un appel au secours. Donc il y a eu deux fois, je crois, où ma maman m'a emmenée aux urgences. Parce que moi, je prenais des boîtes de médicaments et après, je l'appelais pour lui dire maman, j'ai avalé une boîte de médicaments. Donc du coup, elle m'a emmenée aux urgences. Et bien sûr, les médecins voulaient me garder en psychiatrie, tout ça. Moi, je voulais pas. De toute façon, je suis majeure, je décide. À l'époque, j'étais majeure. Enfin, du coup, j'étais majeure à cette période-là. Et je disais, je veux pas, je sors contre vos grés, je signe ce que vous voulez, je m'en vais en fait. C'était juste pour dire, maman, occupe-toi de moi en fait. Parce qu'elle était j'étais devenue sa mère. J'étais devenue sa mère dans ce divorce et j'avais besoin de retrouver ma place de petite fille et de maman qui s'occupe de moi. Donc je faisais tout pour. Et puis pour interpeller mon père aussi. Pour lui dire, bah, t'as vu, j'ai essayé d'avaler une boîte de médicaments, j'ai essayé de me suicider. Qu'est-ce que tu vas faire quoi? Occupe-toi de moi, viens me voir, viens me chercher. Voilà. Donc ça a été les symptômes que j'ai vécus. Je les ai réglés grâce à une psychologue que j'ai commencé à voir. Après, voilà, les psychologues, on le sait tous, c'est pas remboursé malheureusement. Donc du coup, j'ai arrêté à un moment donné en me disant que les symptômes allaient mieux. Je pense que je me voilais totalement la face. Je pense que quand on a vécu quelque chose comme ça, il faut le soigner jusqu'au bout. Et je pense que ça met des années en fait, ça met pas juste quelques mois. Et j'ai commencé mes études dans le sud-ouest de la France. Et, et ça allait mieux parce que j'avais une nouvelle activité, j'avais mon indépendance, j'avais mon petit cocon, mon appartement, je vivais pour moi, enfin du coup j'essayais. J'étais encore la mère de ma mère, et ça jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça m'a vraiment aidée. Et là, à cette époque-là, j'ai vu une psychiatre qui m'a pas du tout convenu. Donc je l'ai vue quelques semaines, mais en fait c'était plus prendre des anxiolytiques matin, midi et soir. Et c'était pas l'idéal, on va dire. À part dormir, ça ne me faisait rien du tout. Donc sous les bons conseils d'une amie, j'ai changé. Parce que voir une psy, en fait, il faut vraiment trouver la psy qui nous correspond. Et c'est pas parce qu'on ça échoue avec une que ça échouera avec toutes. Il faut vraiment persévérer et trouver quelqu'un qui nous correspond. Donc j'ai essayé avec une deuxième. De nouveau, ça a échoué. Ça m'allait pas du tout. Elle voulait juste voir si j'avais pas envie de me suicider. Au bout d'un quart d'heure, je lui disais non et puis je m'en allais. Et puis j'ai rencontré cette troisième psy, qui est une psychiatre, qui m'est remboursée et qui ne me donne absolument aucun médicament, qui est juste là pour m'écouter, pour m'entendre. Petit à petit, je me soigne, j'ai pas honte d'aller voir un psy en fait. Je trouve que au contraire, c'est fort, c'est se dire, bah allez, on va affronter nos problèmes. C'est les gens qui disent que voir une psy, c'est être fou. Non, je suis pas d'accord. Ou quand les gens disent, mais j'ai pas envie d'aller voir un psy, j'en ai pas besoin. Mais en fait, si, tout le monde aurait besoin d'aller voir un psy parce que je pense que tout le monde a vécu quelque chose d'horrible dans sa vie. Et je pense que voir un psy, c'est affronter ses problèmes. Et c'est ça être fort. C'est se dire, ben, je vais régler mes problèmes, ça va être dur, je vais avoir mal. Moi, des fois, je sors de chez la psy, je suis mal pendant 24 heures. Mais ça règle tellement de choses. Et je m'apaise tous les jours. Et tous les jours, je m'endurcis. Et c'est incroyable ce que ça peut faire du bien au final. Même si c'est dur sur le moment. J'avoue, des fois, je me dis plus jamais je retournerai voir la psy. Ça fait trop mal de parler de ce qui s'est passé, de se remettre en question même. Il faut se remettre en question. Il faut se dire, merde, j'ai déconné, merde, j'ai fait ça. Bon, mais c'est pas grave, j'ai fait ça, mais demain, je ferai autrement. C'est ça qui est important. Ma maman, elle m'a donné une force incroyable, c'était de continuer à croire en moi, de continuer à croire en mes rêves. Elle a tout fait pour que voilà, je parte en séjour humanitaire en Afrique. Elle m'a vraiment tout donné. À moi, et mon frère et ma soeur. Et c'est ce qui a fait que je devais croire en moi en fait. Elle a fait en sorte que je crois en moi. Donc ça m'a beaucoup aidé effectivement. Avec bien sûr le travail avec la psy et mes amis. Et tout ça, c'était un tout en fait. Mais c'est vrai que en fait, il faut continuer à se battre, il faut continuer à croire en soi, à croire qu'on peut s'en sortir. Je sais qu'il y a eu combien de fois j'ai avalé une boîte de médicaments en me disant mais tant pis, c'est pas grave, c'est fini. Mais non en fait. Et même encore aujourd'hui, des fois je me dis
Mais non, on peut pas, on n'a pas le droit de lâcher ça comme ça, il faut se battre. Et au contraire, ça nous rend plus forts et ça nous... Je sais que ça peut paraître des phrases bateau comme ça, mais c'est tellement vrai en fait quand on y repense. Il faut se battre, c'est trop bien de se battre. Et de toute façon, rien n'est fini. Demain on perd ce qu'on a, mais on se barre à l'autre bout de la planète et on reprend à zéro. C'est pas grave, c'est ça qui fait la vie, c'est ça qui nous rend plus forts. Et y a rien de grave et de... C'est pas grave en fait, on peut tout recommencer, on peut prendre une nouvelle voie, on peut se reconstruire. Il faut juste croire en soi, se donner la foi, se battre. Non, par contre, ce qui m'a pas aidé, c'est les gens qui pensent tout savoir, qui viennent te voir en te disant mais il faudrait que tu fasses comme ça, il faudrait que tu agisses comme ça, mais pourquoi ta mère elle fait pas ça? Mais moi je serais toi, je ferais ça. Mais en fait, ces gens, ma mère, elle est pas parfaite, je suis pas parfaite non plus, elle a vécu des traumatismes qui font qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui, que moi je serai ce que je serai demain. Et on a tous vécu des choses différentes et les gens ça part d'un bon sentiment, hein. Ça part d'un bon sentiment, les gens qui viennent te voir en te disant à mon avis tu devrais faire ça, tu devrais retourner vers ton père, tu devrais je ne sais pas moi, arrêter de voir un psy, ou tu devrais arrêter de parler à ton père, ou tu devrais faire... Mais stop, en fait. Il faut juste apprendre à avoir des œillères. C'est bien, on remercie, on est gentil, je prends en note, mais il faut avoir des œillères. Il faut avoir des œillères parce que déjà, ça nous pomme encore plus. On ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus qui écouter, qui croire, quoi faire. Mais ces gens-là, surtout, ils n'ont absolument pas vécu ce que tu vis, ils ne sont pas là tous les jours avec toi. Ils ne sont pas dans ta famille, dans ton passif, dans celui de tes parents. Et même toi, hein, ce qui s'est passé avec tes parents, tu peux pas imaginer. Personne n'est dans la vie intime des autres, personne dans le couple des autres, et personne ne peut juger ce qui se passe. Personne. Juste être là. Les gens, en fait, ils devraient juste être là et juste dire je suis là si t'as besoin. Et voilà, c'est tout. Parce qu'effectivement, j'ai des phobies qui sont apparues de plus en plus. La phobie de mourir, la phobie de perdre ma mère, beaucoup de phobies en fait. La phobie des araignées qui augmente tous les jours. Ouais, j'ai des phobies qui sont arrivées. Mais que du coup, parce que j'ai réglé certaines choses, du coup maintenant, je me mets à avoir d'autres symptômes. Mais petit à petit, tout ça, ça va se régler, c'est justement parce que je règle des choses en fait. Et pour moi, c'est un progrès, même s'il y a d'autres trucs qui apparaissent, c'est pas grave. C'est minime et ça se règle. En fait, c'est des phobies qui sont pas tout le temps présentes. C'est-à-dire que la phobie que mon appartement il crame, elle est là dès que je quitte l'appartement ou dès que je reviens de mon travail. La phobie des araignées, elle est dès que je suis chez ma mère parce que je sais qu'il y en a énormément. Ça va dépendre. Après, c'est des phobies. La phobie des araignées est la phobie la plus handicapante pour moi parce que ça m'empêche de dormir, parce que quand je suis chez ma mère, quand je suis chez mes cousines au Cap Ferré ou j'en sais rien, c'est quelque chose qui... Je sais qu'il y en a énormément, ça m'empêche de dormir, ça m'empêche... c'est terrorisant. Tu ressens quoi? Quand il y a une folie, je suis tétanisée, c'est vraiment le cas de le dire, je ne bouge plus, je ne peux plus bouger. Et je hurle, je pleure, et j'ai des tocs, c'est-à-dire que je vais serrer la main pendant 2 heures et pleurer. Et serrer la main même si l'araignée elle est partie. Hein. Une fois ça m'est arrivé, j'ai failli la toucher, j'ai pas fait attention, j'étais sous la douche, elle était à côté de moi, j'ai failli la toucher en prenant mon shampoing. J'ai hurlé, je suis restée tétanisée dans la douche. Donc ma mère est arrivée, elle m'a sortie de la douche. J'ai pleuré pendant 2 heures. Et j'avais ce toc de serrer la main tout le temps pendant 2 heures. Et j'ai pleuré pendant 2 heures. L'araignée n'était plus là, elle est morte, tout va bien. Mais je continuais à serrer la main et à pleurer pendant 2 heures. Et ça, c'est comme si j'étais c'est comme si c'était un traumatisme, quoi. Alors que bon, c'était une araignée. Elle était certes pas belle du tout, mais bon, c'était une araignée, quoi. C'était pas... Donc ouais, c'est comme un traumatisme en fait. À chaque fois que j'en vois une, c'est une catastrophe. Je suis prête à aller réveiller mon voisin à 3h du matin s'il y a une araignée chez moi, sans problème. Donc voilà. Après, ouais, non, c'est la phobie qui est la plus handicapante pour moi. D'accord. Et genre, qu'est-ce que tu ressens psychologiquement, on va dire, quand tu vois une araignée ou quand tu imagines... En fait, je me dis, c'est pas possible. C'est pas réel. Je me dis, oh, je suis très surprise, vraiment. Je m'y attends pas en fait. En fait, c'est ça qui est ouf dans la phobie, c'est que c'est surprenant en fait. C'est très surprenant. On se retourne et là c'est là, non, c'est pas possible. Et d'un côté, je veux l'avoir, d'un côté, je veux pas l'avoir.
Alors, ma phobie des araignées, je regarde dès que j'arrive chez ma maman, je regarde toutes les pièces, je regarde sous le lit. Elle examine la douche, je la réexamine après, parce que je sais qu'il y en a énormément dans les endroits humides. Enfin, elles aiment bien, je sais pas pourquoi. Et donc ça, c'est mon petit rituel. Dès que je rentre dans une pièce, je regarde les 4 points des murs, je regarde les murs, je regarde derrière les portes. Ça, c'est mon rituel. Dès que j'arrive chez moi, parce que ça, c'est peur que quelqu'un vienne me tuer, je regarde tous les placards. Quand je vérifie une fois, du coup, ça va en fait. Je sais que si j'entends un bruit dans mon appart à un moment donné dans la nuit, je sais que c'est pas dans mes placards parce que j'ai déjà vérifié, je sais que c'est mes voisins. Ça, c'est pas des tocs, c'est vraiment histoire de me rassurer. Il y a eu 2 situations, mais cette histoire de sous la douche, là où j'ai pleuré pendant 2 heures, mais c'était vraiment tellement irrationnel quand j'y repense que c'était ouf, quoi. L'autre fois, c'est quand j'étais en voiture avec une copine, il y a quelques années, et que j'ai cru qu'il y avait une araignée sur moi. Et j'ai failli foncer dans un arbre. Okay. Ça m'est arrivé, ouais. Et là, je me suis dit, non, s'il y a une araignée sur toi, à un moment donné, tu freines, tu t'arrêtes, quitte à t'arrêter au milieu de la route, mais c'est vrai que sur le moment, c'est tellement irrationnel qu'on réfléchit pas à ça. Et à quoi tu penses quand il y a une araignée qui... Je panique, parce qu'en fait, je ne supporte pas l'idée qu'elle me touche ou que je la touche. Ok. Donc c'est vraiment le fait qu'elle vienne vers moi ou qu'elle soit dans mes affaires, tout ça, c'est quelque chose que je peux pas imaginer. Même qu'elle existe d'ailleurs,